Alors oui, je l'ai, les revendications du M23. Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire du Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement à la communauté Tutsi. Deuxièmement, le gouvernement accepte la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement du M23 pour sa protection. 3. Le gouvernement accepte de décréter les parties est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Ouele et Tanganyika comme une zone sinistrée bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière, ainsi qu'un concept sécuritaire spécial, cette fois-là sous la gestion du M23. 4. Le gouvernement accepte que le M23 nomme les administrateurs de territoire, les maires des villes, leurs adjoints et les bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut Plateau. 5. Que les cadres du M23 intègrent les services de la présidence, de la primature, du Parlement et des cours et même les tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Dernière revendication, que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés Tutsis au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Bon. Quand vous avez lu ça, vous prenez l'accord d'Alger. Quelle est la différence? L'accord d'Alger est mieux. L'accord d'Alger est mieux. Comment tu... Ça, c'est la disparition de l'État. L'accord d'Alger, même il y a l'Algérie comme garant. Comment ça, c'est ici, on vous dit que, on dit au Congo, donnez le nord et le sud qui vous au M23. Rwanda. Donc à une armée rwandaise. Bon, parlons des Tutsis. Qui sont les Tutsis? Anthropologiquement. C'est une ethnie. Les Occidentaux, pour diviser les Africains, racontent des mensonges. Vous voyez des pseudo-spécialistes des Grands Lacs qui viennent à la télévision, écrivent des ouvrages sur les Tutsis. Fabrice, je mets au défi tout anthropologue occidental qui prétend avoir mené des recherches de nous donner anthropologiquement le sens de Tutsi. Il n'y a aucune ethnie qui s'appelle Tutsi. Ils se revendiquent comme tel. Tu as vu leur revendication. C'est parce que les Occidentaux ont créé une anthropologie, une géoethnie, comme on dit souvent, président, et ils acceptent. Qui divise un peu. Qui est le royaume, j'ai souvent cité ça, le royaume de l'Urundiranda. Oui. C'est un vieux royaume que les Allemands ont trouvé. C'est les Allemands qui ont colonisé l'Urundiranda. Tout à fait. Ce royaume avec 4 castes, 4. J'en connais encore 3 parce que la dernière, il faut aller fouiller encore les documents anthropologiques sur lesquels nous avons travaillé. Vous avez la caste des éleveurs, Tutsi, la caste des agriculteurs, Hutu, la caste des forgerons, les Tois, qui sont chez nous ce qu'on appelle les pygmées. Vous avez les Baya et d'autres communautés pygmées au Cameroun. Voilà 3 castes qui formaient un seul peuple. C'est comme si dans l'empire français napoléonien, le tiers-état, la bourgeoisie et l'aristocratie, on vient vous dire que les aristocrates sont une ethnie. C'est faux. Kagame est un bandit intellectuel. Son affaire est fondée sur du banditisme. C'est un génocidaire. C'est un génocidaire. Le génocide rwandais, c'est l'institutionnalisation de la division du peuple rwandais en plusieurs groupes sur la base de la manipulation des catégories sociales. On transforme des catégories sociales, les éleveurs en ennemis. Comment se fait-il qu'une catégorie sociale devienne ennemie? Donc les prolétaires de Karl Marx, c'est une ennemie. Oui. C'est ce qu'on veut nous dire. Mais quels sont ces bandits intellectuels qui écrivent dans les livres occidentaux? Et ils se font appeler de manière pompeuse anthropologues, spécialistes des Grands Lacs. Ils interviennent dans les télévisions, les radios.
disséminent leurs mensonges. À Radio Fausse Information. La connerie internationale. LCI. France Machin, dit 24. Ce consortium de menteurs diffuse à dose régulière des mensonges dans la population. On leur dit il y a deux ethnies qui s'affrontent au Rwanda. L'Ouganda est le fief des Tutsis. C'est le même peuple. Ils parlent la même langue. Et même vous dire, celui-là, Museveni, n'est même pas Tutsi. Museveni appartient à une minorité. Une minorité ethnique là-bas en Ouganda. Mais comme il est proche, il a beaucoup d'amis Tutsi, il a intégré le groupe par assimilation. Ils sont proches de quoi? Et voilà, et président, tu as trouvé. C'est la CIA qui lui a donné cette idée. Voilà des gens. C'est deux agents. Voilà des gens qu'on nous présente comme des gens sérieux sur le continent. C'est des gens qui, normalement, dans un continent où les gens commencent à revenir à des fondamentaux, on doit les chasser des réunions. C'est-à-dire, quand on fait une réunion de l'Union africaine, Museveni, on lui dit, monsieur, tu n'as pas accès ici. L'Union africaine. Les petits menteurs comme vous, là, vous arrêtez. Et on leur dit, l'usage d'une catégorie sociale comme ethnie, c'est un banditisme. Les Tutsis ne sont pas... Ils parlent la même langue que les Hutus. C'est la musicalité. Vous connaissez le pays des Hutus, non? C'est le Burundi. C'est la musicalité dans la langue qui change. Ça veut dire qu'après, je vais prendre un exemple, vous connaissez bien ça. Ça veut dire que si on prend un bassin d'Union Ekele, et on prend un bassin de la Sanaga maritime, qui est purement dans le pays, disons un Bikok, et les deux dans leur palais, le Bikok commence à dire, moi je suis un autre peuple. C'est pas possible. Ça a quel sens? Ça a quel sens? C'est du banditisme intellectuel. C'est des criminels. L'affaire de Burundi, du Rwanda a été construite d'abord du point de vue de ce qu'on appelle la science occidentale. On a construit l'ethnicité sur la base de la division des catégories sociales dans un royaume existant. Et maintenant, on a sédimenté ça dans ce qu'ils appellent le processus de sécularisation à travers des individus comme Kagame qui ont été les agents du génocide rwandais, oui, mais pas Tutsi. Génocide rwandais où on a cinématisé une revanche des Rwandais contre des Rwandais avec la bénédiction de l'armée française dans la fameuse opération Barracuda. Écoutez les noms des opérations. On vous dit, quand vous entendez Barracuda, vous dites vraiment c'est exceptionnel, alors que c'est des bras cassés qui ont pour rôle de donner les machettes pour que les gens s'entretuent. Vous voyez, certains de leurs colonels viennent à la télévision. Oh oui, on était en 94. Dans l'opération Barracuda. En train d'encourager le génocide. On a réussi à convaincre certains Rwandais que la musicalité de la même langue crée une différence ethnique. Puis, l'anthropologie kazakh-sioniste va aller jusqu'à dans la hiérarchie des races. Positionner le Tutsi comme un demi-kazakh. On le convainc que son nez filiforme, sa taille est lancée. C'est une taille qui est normale quand vous allez dans les peuples d'éleveurs, les Maasai par exemple, éleveurs et chasseurs, ils sont grands de taille. Les peuples d'éleveurs sont généralement très grands de taille. Les Bororo au Cameroun, ils sont grands de taille. Tout à fait. On va leur dire que non, ça c'est des traces du sémitisme. Vous êtes des sémites. Mais comment un aventurier du 16e, du 17e siècle peut arriver à déterminer la parenté anthropologique de quelqu'un qu'il a trouvé sur une terre qu'il ne connaissait pas avant?
pas la recherche. Ils ont effectué quelle recherche, président? C'était des gens qui s'asseyaient, ils déterminent que comme Bertrand est brun, Bertrand doit avoir un ancêtre européen. Tu veux remettre en cause le structuralisme de Lévi-Strauss? Tu veux mettre en cause l'anthropologie? Il y a une bonne partie de l'anthropologie qui est basée sur des élucubrations de bons spéculateurs. Bien sûr. Surtout l'anthropologie raciale. C'est ces élucubrations qui ont structuré l'imaginaire d'un ensemble d'acteurs. Et donc, au nom de cette demi-casarité, de cette casarité particulière parmi les Noirs, on leur a dit, vous êtes spéciaux. Voilà ce qui est dans l'imaginaire de Kagame. C'est pourquoi une défaite militaire de Kagame sera la plus belle leçon donnée à tous ceux qui sont dans cette situation. Parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup de peuples en Afrique ont été flattés comme ça. Bien sûr, bien sûr. Pour faciliter la colonisation. On leur disait, vous, hein, vous êtes un peu plus proches de nous que les autres. Ils sont plus sauvages que vous. Kagame, au nom de ce mensonge donc, construit un pouvoir hégémonique et conquérant, colonisateur, à l'image de l'État khazar qui est en Palestine. Je n'ose plus appeler cet État du nom qu'on l'a fait. Parce que c'est une imposture. Des Khazars ne peuvent pas venir être des imposteurs internationaux et nous adoubons ça. Les nommer comme ça, c'est assumer leur imposture ou bien valider leur imposture. Les Khazars, dont les cousins sont les... Erdogan, c'est leur cousin. Les Khazars vont donc faire croire aux gens comme Kagame qu'il est leur demi, il est leur cousin. Et qu'au nom de ça, il a le droit de coloniser lui aussi. Ils vont dire la même chose à Yoremu Museveni. Museveni et Kagame vont donc formaliser ça dans le soutien à Kabila. Un accord est passé dans le camp des Nations Unies pendant la rébellion de Kabila, sous l'égide de beaucoup de fonctionnaires des Nations Unies qui aujourd'hui font le Ponce Pilatisme. Ah, nous on ne connaît rien là-dedans. Alors que c'est eux qui ont dirigé ça. Et on va assurer que l'Ouganda va partager les riches ressources du Sud Kivu avec le Congo, ainsi que le Rwanda jusqu'au Nord Kivu. Mais pourquoi le Sud, le Nord Kivu? Parce que c'est des zones hautement riches en terres rares. Le cobalt, le coltan, le tantal et même l'uranium. Des minerais critiques. Des minerais de haute importance stratégique dans les industries technologiques. Et que dire de ce récent partenariat conclu entre le Rwanda et l'Union européenne pour la livraison effective notamment de ces... C'est le machiavélisme en mondovision. Et eux-mêmes dans leur rapport disent que nous savons que le Rwanda ne possède pas ces richesses dans son sous-sol et donc est obligé de les trouver ailleurs. Qui bloque les résolutions aux Nations Unies? La France par exemple, quelquefois. Avec l'Union européenne. N'accusons pas un seul. L'Union européenne et la France bloquent les résolutions coachées par les États-Unis. Ne croyez pas que l'ambassadeur France peut arriver, il tient tête à l'ambassadeur des États-Unis. Non! Il est coaché par l'ambassadeur des États-Unis. Les multinationales principales bénéficiaires du cobalt et du coltan congolais dans les réseaux de contrebande, c'est les multinationales états-uniennes. Tout ça finit par arriver aux États-Unis. Il y a donc un intérêt d'une mafia internationale organisée à piller les ressources de RDC. Cet intérêt que cette mafia trouve dans le pillage de ces ressources est cristallisé dans les contrats, d'abord qui ont été formalisés dans la rébellion de Kabila, mais ensuite qui sont formalisés entre le Rwanda et les partenaires dits internationaux. Et c'est là où je n'aime pas quand le président Tshisekedi fait œuvre de naïveté en convoquant toujours cette fameuse communauté internationale. Moi, je n'aime pas quand il fait ça. Qui
qu'il arrête de pleurnicher devant une pseudo-communauté internationale. Tu ne peux pas appeler les criminels communauté internationale ou bien à l'aide. La bande de criminels qu'il appelle communauté internationale ne peut que piller le Congo parce qu'elle y trouve intérêt. Kabila, c'est Kabila sous Kabila que cette affaire donc de combattants rwandais va prendre forme. Parce que ces combattants rwandais vont venir avec l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour renverser Mobutu. Quel était le problème de Mobutu? C'est qu'il était en train de vouloir donner le coltan et le cobalt aux Chinois. Yeah. Et les États-Unis vont le renverser. Quand ils le renversent, les Rwandais décident de ne pas rentrer. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est quoi? C'est Karega. Non, pas Karega. Karega, c'était l'ambassadeur. Il y a un autre là. Un chef d'état-major de l'armée congolaise sous Kabila. Rwandais. C'est un Rwandais. On dénombrait une dizaine de généraux rwandais dans les rangs de FARDC. Les Congolais, les colonels se comptaient par centaines. Dans les rangs de l'armée de RDC, il y a eu beaucoup d'infiltrations rwandaises. C'est ça qui rend même ce combat d'abord difficile. Parce que la traîtrise, dans les hauts cercles de décision au Congo, elle est légion. Alors, on n'a qu'à voir les événements de Goma au lendemain de cette offensive du M23, comment plusieurs généraux ont décidé d'abandonner véritablement leur poste. Voilà. Donc quand même, ou complètement livrer les casernes ou alors l'armerie aux groupes rebelles, exposant finalement les populations de Goma. Et nous demandons même aux autorités de donner à de faire de ces généraux des exemples de ce que la désertion devrait être. Ben, puisque beaucoup ne sont même plus au Congo. Non, on a arrêté certains. On en a arrêté. D'autres ont été arrêtés au Nord Kivu. Ils étaient 10. Je ne sais pas encore combien, on n'a pas encore tout le nombre de ceux qui ont été arrêtés. D'autres sont déjà en prison. Nous voulons que ces derniers soient jugés et condamnés à mort. Des généraux qui sacrifient une ville aussi stratégique au Goma, c'est de la haute trahison vis-à-vis de la nation congolaise et de l'Afrique. Revenons à notre paramètre rwandais. Le M23 naît donc de cet appui militaire. En 2009, ils ont participé d'abord à toutes les guerres du Congo intermédiaire. Ils ont participé aux guerres. Ils se sont fait appeler les Banyamulenge. De la montagne. Vous vous souvenez? Les fameux Banyamulenge. Et ils se battaient contre les FARDC. Sous Kabila, fils, ils vont se constituer le 23 mars 2009 avec les revendications que vous venez de lire, Fabrice. En d'autres termes, selon eux, le Nord Kivu et le Sud Kivu sont désormais un territoire rwando-ougandais. Enlevez le mot Tutsi. Ils disent que désormais c'est une continuité de ces deux États et c'est pourquoi l'accord qui avait été formalisé, c'est un accord secret. Les mécanismes par lesquels nous avons eu accès à ça, ceux qui connaissent, ils s'interrogent. Comment ils ont fait pour tomber là-dessus? C'est un accord qui s'est fait sous l'égide des représentants des Nations Unies dans les camps à Goma. C'est là-bas que ça a été négocié. Et d'ailleurs, le jour où ça a été négocié, ils ont sacrifié plusieurs Hutus qui étaient réfugiés au Congo. Des milliers ont été tués le même jour par les génocidaires qui venaient du Rwanda. Donc, les Rwandais revendiquent maintenant le M23, c'est la revendication de contrôle de Goma et de Bukavu, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Sud Kivu, par les miliciens du Rwanda. Accepter de négocier avec le M23, c'est capituler devant le Rwanda. Mais que peut donc le président Félix, puisque les
toutes les, en tout cas les voies de recours qui pouvaient s'offrir à lui jusqu'ici, il ne les a pas suffisamment exploitées, alors explorées. Vous avez évoqué l'idée peut-être d'imposer un rapport de force au Rwanda. On voit qu'il reste juste dans un... Non, dans une démarche de discourir, puisque jusqu'ici, rien. La ville de Saké a été libérée. Oui, mais après combien de temps? Limbichi a été libéré. Il y a au moins une dizaine de localités qui ont été libérées. C'est pas parce que l'armée congolaise ne communique pas là-dessus. Le gouvernement lui aussi ne joue pas véritablement dans cette affaire, dans les dynamiques de communication. On va résoudre les problèmes de Tshisekedi, on va les résoudre après. Vous connaissez mon avis sur Tshisekedi. Moi, j'ai toujours dit que c'était un vendeur de pizza. Il n'avait pas la carrure d'un politicien. Il s'est retrouvé là par l'entregent de la CIA. Mais il est là. On fait comment? Le pays, il y a péril à la demeure. On fait comment? Bon, je veux mobiliser un élément. C'est pour ça que la question sur la contre-offensive, il y a Kagame. Le Hamas n'est pas un État. Là, je m'adresse aux généraux congolais. Le Hamas n'est pas un État. Le Hamas a brisé l'armée israélienne. Humilié l'armée israélienne. Bon, on vous dira qu'il y a un embargo sur les armes qui pèsent sur le pays. Il y a même l'embargo sur le Hamas. Mais le Hamas nous a montré que quand il y a de la volonté, on peut vaincre un ennemi, peu importe sa puissance. C'est pourquoi moi j'ai foi que cette armée congolaise, les dignes fils du Congo doivent l'intégrer. L'offensive doit s'arrêter à Kigali. Je ne suis pas le seul. Je suis fier que les généraux congolais le reprennent également. Le général John Tibangu l'a également repris. Il a dit, il faut qu'on termine ce conflit à Kigali. Voilà la solution. Une offensive jusqu'à Kigali. Kagame a fait fuir ses enfants, non? Quand ça a chauffé la semaine dernière, il a fait fuir ses enfants. Pourquoi ils ont fui? Il a senti que le vent est en train de tourner. Kagame ne dormait presque plus. Mais, président Tshisekedi, félicitations d'abord de n'avoir pas assisté physiquement à cette mascarade de la SADC. Président Tshisekedi, allez là où il y a des partenaires sérieux. Prenez les Russes. Les Occidentaux n'aiment pas Wagner. Appelez Wagner. Siwa Security, c'est le remède des terroristes. Siwa Security a l'expérience. Ramenez-les. Mettez-les aux côtés de FARDC. Vous allez voir, vous serez à Kigali. D'accord. Kigali, c'est l'objectif dans cette contre-offensive. Fabrice, peu importe qui a été le président Tshisekedi, peu importe les faiblesses qu'il vit actuellement, il a intérêt à maintenir cette contre-offensive. Il a intérêt à traquer dans son administration les traîtres, à les faire arrêter, à les faire juger. Il y a le bon ministre. Je lui dis encore félicitations, excellent Constant Moutamba. Je lui fais confiance, Constant Moutamba. Qu'il s'occupe de tous ces délinquants. Ministre de la Justice. Ces traîtres qui sont dans l'État congolais. Quand on te prend et qu'on te confie à Constant Moutamba, je crois que ton sort est scellé. Cet homme est l'homme de la situation à la justice. Il faut qu'il continue ce travail. Les patrons des instances sécuritaires congolais, ceux qui sont les traîtres, nous leur passons un seul message. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous serez rattrapés, jugés, condamnés. Et si c'est la peine de mort, nous le souhaitons, vous serez pendus comme exemple de traîtrise. Quant à l'armée congolaise, les braves combattants congolais, toute l'Afrique vous soutient. L'objectif, c'est Kigali. Merci. Docteur Paul Bekima, on a été interrompu tout à l'heure avec vous, et puis vous étiez effectivement en train de poser la réflexion autour de... avec notamment la démarche que devrait notre gouvernement de Kinshasa vis-à-vis du M23.
Et vous n'avez pas souhaité effectivement que l'on évoque la dimension de contrainte donc dans les dynamiques de résolution ou alors de négociation avec le M23. Et donc pour vous, on aimerait davantage vous écouter sur cette question alors que Jonathan Matenguene, de son point de vue, pense qu'il y a encore une véritable capacité de pouvoir mobiliser l'armée locale aujourd'hui afin de marcher sur Kigali et d'en finir définitivement avec cette menace. Jonathan a raison et je crois que sur le thème, la stratégie devrait être celle-là, c'est-à-dire la stratégie demande du temps. Donc quand on dit le M23, c'est faire trop d'honneur que de vouloir parler des gens comme les Corneille Nangaa qui ne sont qu'en vérité ce que leurs maîtres occidentaux appellent des tirailleurs. Ce qui est important ici, c'est que dans une situation comme celle-là, que le monde occidental trouve nécessaire de faire une pause, il faut se dire qu'il doit peut-être avoir des éléments objectifs qui les poussent à vouloir faire la trêve et à consolider les acquis. Vous m'avez fait parvenir un très beau document qui en vérité s'assimile à une capitulation du Congo. Je vais illustrer pourquoi c'est stratégique. Étant dit que dans la nuit du 23 au 24 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression. C'est signé d'un côté par Molotov-Valéry et de l'autre côté par Joachim von Ribbentrop, pour le compte de l'Allemagne. Dès que l'accord est fini, quand Hitler décolle pour entrer en Allemagne, parce qu'il c'était supervisé par Hitler et Staline, à l'intérieur de l'avion, il fait appeler le maréchal Jodl, qui était encore un général à ce moment-là, était son conseiller militaire, et lui intime immédiatement l'ordre de lui concevoir un plan d'attaque contre l'Union soviétique. Alors le maréchal Jodl, qui lui a grandi dans la pure tradition noble allemande, lui dit: mais attends mon Führer, nous venons juste de signer un accord de non-agression avec l'Union soviétique. Comment se fait-il que tu puisses me demander de concevoir un plan pour attaquer les gens avec qui l'on vient de s'entendre? Et il lui rétorque: mais c'est quoi une signature? Ce n'est qu'un peu d'encre sur du papier. Et il ajoute: qui osera venir un jour demander au vainqueur pourquoi il a violé un accord? Donc dans cette affaire-ci, on doit pouvoir peut-être spéculer, mais analyser pourquoi est-ce que le monde occidental, qui manipule le Rwanda et l'Ouganda à travers le bras armé dont le nom de code est le M23, ont besoin d'une trêve. Quelques petits éléments de réponse. D'après moi, la déclaration de Ramaphosa n'est pas à prendre à la légère. Parce que personne n'est naïf. Tout le monde sait que derrière Ramaphosa, il y a la Russie et la Chine. Et la Russie et la Chine, c'est des gens vifs, qui comprennent que si cette région du Kivu, qui a pratiquement la majorité de toutes les richesses importantes pour les nouvelles technologies, tombe entre les mains des Occidentaux, sur le terme, c'est la fin de leur société technologique. Ils le savent. Deuxièmement, il y a une chose qui passe un peu sous les radars. La suspension de USAID aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je l'évoque? USAID a servi de couverture et au Congo, il sert de couverture aux activités d'une compagnie qu'on appelle Amentum. C'est quoi Amentum? Amentum est la compagnie qui a récupéré en fait le changement de nom de Dencorp. Dencorp est comme un mélange entre Halliburton et Blackwater. Ça a changé de nom en Amentum. Pourquoi? Parce que lors de la guerre de Clinton en Yougoslavie, Dencorp a été pris la main dans le sac dans le trafic d'enfants. Et donc, Dencorp, donc Amentum, aujourd'hui, est installé au nord et au sud Kivu. Et ils le disent officiellement pour apporter un soutien administratif et logistique à USAID. Vous commencez à voir les connexions. Et l'argent du financement de Amentum venait en général des fédéraux américains.
Et pourquoi est-ce qu'on évoque DenCorp? Et Jonathan l'a évoqué tout à l'heure. Epstein, son avion et son hélicoptère, le numéro qu'il utilisait était des numéros de DenCorp. Donc, DenCorp était lié donc au trafic d'enfants à travers Epstein. Et quand on dit Epstein, ce n'est pas que le trafic d'enfants. En fait, c'est le contrôle de tous les services de renseignement à partir du Mossad. Donc, du coup, Trump a mis Exet au niveau de la défense. Et Exet a dit, il va faire un audit de la défense. Ils ont supprimé les activités de USAID. Donc, ils commencent à manquer de l'argent pour le financement des entreprises criminelles. Voilà mon interprétation. Et ce manque d'argent va s'accélérer. C'est pour ça que le choix de Musk n'est pas un choix par hasard. Musk est venu avec de très grands spécialistes de l'informatique. Il y a un jeune là qui a 19 ans. Ils sont en train de traquer toutes les manipulations et toutes les fuites d'argent. Maintenant, par rapport à l'Afrique, le leadership congolais, d'après moi, doit aussi penser à une tactique qui va rentrer dans un grand cadre stratégique, tel que Jonathan l'a dit, c'est-à-dire l'entrée dans, je veux dire, l'éradication de toute la menace, le contrôle complet de cette zone du Kivu. Oui. De cette zone du Kivu. Et pourquoi? Parce que je pense qu'à l'heure qu'il est, avec le leadership, on est capable en Afrique de lever une armée d'au moins 200 000 personnes. Parce que si cette zone est contrôlée, les capacités minières de cette zone peuvent financer le développement de l'Afrique pendant plus de 100 ans. Donc nous devons penser de cette manière-là. Je vais finir en disant 2 ou 3 mots. Un, au Comprador, et Jonathan l'a dit, qui sont à l'intérieur du Congo, vous n'avez pas intérêt à ce que le Kivu tombe. Je vais vous expliquer pourquoi. Kagame n'a pas intérêt à ce que le Kivu tombe. Museveni n'a pas intérêt. Et même ces bandits du M23 n'ont pas intérêt. Parce que si le Kivu tombe et que ce monde occidental maîtrise le Kivu et met un gouvernement de pacotille et il sécurise les frontières, tout ce monde-là devient inutile. Et qu'est-ce qu'ils font des hommes inutiles qui ont de l'information? Ils les détruisent. Donc, à l'heure qu'il est, Kagame peut sentir le feu venir de plusieurs côtés, mais la dynamique africaine de libération, d'après moi, doit se consolider et récupérer en vérité le Sud Kivu. Parce que voilà l'objectif. Le contrôler pour le Congo d'abord, les Africains ensuite, et ils seront accompagnés en cela par les gens qui n'ont pas intérêt à ce que un petit groupe ait un monopole sur les matières premières stratégiques. Donc voilà ma position. C'est pour ça. Bertrand, on vous retrouve sur cette question et on a envie de se dire, en l'état actuel des choses, que faire pour ne pas rater le coach du côté de la République démocratique du Congo, puisque tout semble désormais réuni pour que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse véritablement rentrer dans l'histoire et réduire à sa plus simple expression possible la menace pour l'instant appelée M23. Laissez-moi saluer la démonstration de mon frère Bekima. J'ai vraiment beaucoup apprécié et il m'a donné des éléments qui vont peut-être m'aider aussi dans ma démarche de l'analyse que je veux faire. Ce que moi j'ai d'abord envie de dire, c'est qu'une fois de plus, moi, je veux me faire harakiri. J'ai discuté avec le président Banda, je suis allé le voir. J'avais une position sur cette affaire. Je suis amer contre Tshisekedi. Le président Banda le sait. Dès qu'il va me voir, il m'a dit, Bertrand, je sais, je suis amer comme toi. Tu es panafricaniste, oui ou non? Le Congo, c'est un bien de l'Afrique. Bertrand, je suis allé le voir vendredi. Il était à une chaîne de télévision, on ne s'était pas vu depuis 3 jours. Je lui ai envoyé un WhatsApp. Président, il faut que je te voie. Parce que je tenais à lui dire que, vraiment, M. Tshisekedi risque de lancer mandat d'arrêt international contre moi.
Comment un monsieur comme ça peut arriver à la tête de ce pays? Au-delà de tout ce qu'on a dit sur Kagame, je ne reviens plus. Tout le monde connaît Kagame. Kagame a pris le pouvoir comme Nanga. Kagame a pris le pouvoir comme Nanga. La première offensive du FPR, Kagame est aux États-Unis. C'est porté par Yoweri Museveni. L'ami de Kagame qui met à la tête des troupes. Est liquidé. L'offensive fait 3 jours. La France, la Grande-Bretagne vole ce coup d'Abrimana. Yoweri Museveni dit à Kagame, reviens. Kagame part des États-Unis, porte le pouvoir. Kagame a pris... C'est-à-dire, je n'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais véritablement la Cour pénale internationale. Vous savez ce qu'on pense de la Cour pénale internationale? Nous parlons d'un tribunal pénal africain. N'a jamais enquêté sur la démarche et la prise du pouvoir par M. Kagame. Exactement comme Nanga. Quelqu'un comme ça, vous attendez à ce qu'il soit vertueux? Mais j'ai eu mal. C'est pour ça que dans cette démarche-ci, une fois qu'on va régler le problème-ci, je veux revenir sur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, je vous laisse un peu de répit. Nous allons défendre le Congo. Nous allons défendre les Congolais. Je veux revenir sur vous. L'émission là sera certainement censurée sur YouTube. Je veux produire marché d'armement de sa famille, Thérèse Tshisekedi. Aujourd'hui, qui arrache les concessions minières, des bandits de grand chemin, je donne un nom, Thérèse Tshisekedi. Thérèse Tshisekedi. 3500 conseillers à la présidence de la République. 3000. Tous les petits voyous du Kasaï sont à Kinshasa. Conseillers Naba président. Donc, défendons le Congo. Défendons le Congo. Le président Bandama dit Bertrand. C'est pour ça que Bertrand, tu n'es pas un homme politique. Parce que nous, on sait faire face à ça. C'est-à-dire que on sait gérer certaines situations. C'est-à-dire, durement, les gens ne nous comprennent pas. Il m'a posé une question. Si le Congo tombe, Bertrand, tu es en sécurité au Cameroun. Tu ne sais pas que l'affaire, si on peut contourner par le Congo pour ton Cameroun, nous avons le même niveau de mine que le Congo. Le Cameroun a le coltan, le Cameroun a les terres rares, le Cameroun a le diamant, le Cameroun avait le Congo-Brazzaville a la première réserve de fer, Balam, le Cameroun a l'or, le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a des gaz. Et dans les 10 régions du Cameroun, nous sommes autant riches que le Congo, sauf que le Congo c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Le Cameroun c'est 475 000 kilomètres carrés. Qui te dit, tu connais leur appétit? Donc si le Congo tombe, ils prennent ce gros pays, 100 millions d'habitants, tu crois que toi ils vont te laisser? Et il me posait une question pertinente, j'ai dit que président c'est vrai, mais président comprends-moi, j'ai le macabo de Tshisekedi. Il m'a dit on reviendra sur Tshisekedi, sauvons le pays, on reviendra sur Tshisekedi. Passons là-dessus. Deuxième des choses, quand moi j'ai vu d'abord sur la forme la réunion des ministres des Affaires étrangères, les points sur lesquels ils ont planché et qu'ils devaient soumettre au chef d'État le lendemain. 24 chefs d'État et chefs de gouvernement, c'est-à-dire 2 sous-régions, la SADC et l'Alliance des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai failli pleurer. Je vous donne les points. Et je vais vous dire pourquoi j'ai failli pleurer. Premier point, cessation des hostilités et cesser le feu immédiat pour toutes les parties. On prend M. Tshisekedi, chef d'État, le Congo, pays internationalement reconnu, pays indépendant, souveraineté affirmée. On le met au même pied d'égalité que Nanga. Confère Marcoussi. Même chose, les Africains. Oh. Réouverture de l'aéroport de Goma est principale route d'approvisionnement. Tout le monde sait que ça c'est pour gonfler les résolutions. Monsieur le M23 pille 800 000 $ par mois en tenant les routes là. C'est-à-dire on paye ce qu'on appelle les routes commerciales, les payages, et il exploite les minéraux. 800 000 $ par mois. L'argent part où? Dans la caisse de qui? Kagame.
Monsieur Nanga, mais c'est Bikema qui a eu le mot. Corneille. Il a appelé, Bekima a donné un nom là, Corneille Nanga. C'est pion même, c'est peu dire. Petit ventricologue. Une fripouille. Troisième point. Rapatriement immédiat des blessés et des dépouilles des morts. Voilà là où moi, j'ai failli pleurer. Mise en œuvre des mesures de confiance impliquant les partis étatiques et les partis non étatiques. C'est-à-dire que un crime qui met 1 million de Congolais sur la rue, 3000 personnes dans la ville de Goma et tout, un crime comme ça, 24 pays africains désignent pas l'agresseur. C'est-à-dire que on ne dit pas, même si on n'a pas les moyens, l'agresseur est très fort, Kagame est fort, on ne va rien faire, on dit, monsieur Kagame, c'est vous l'agresseur. Monsieur Tshisekedi, c'est vous l'agressé. On dit de mettre les mises en œuvre des mesures de confiance. Ça veut dire que monsieur Corneille Nanga, il suffit que monsieur Corneille Nanga dise, je veux négocier. C'est une mesure de mise en confiance. On intègre Corneille Nanga dans les discussions. Voilà là où on piège monsieur Tshisekedi. Écoutez bien, mise en œuvre des mesures de confiance impliquant les partis étatiques et non étatiques, c'est-à-dire les partis non étatiques, c'est le M23. Les partis étatiques, c'est M. Kagame. On dit, asseyez-vous, mettez les offres de mise en confiance. Donc Kagame va rentrer au Rwanda, il va dire, moi, je suis d'accord pour le cesser-le-feu. Ça, c'est une mesure de mise en confiance. Monsieur Corneille Nanga. Il a déclaré avant. Ah oui, qu'il est d'accord pour le cesser-le-feu. Avant le M23 pour quand même cesser le feu. Oui, unilatéral. Et le M23 va dire, nous sommes pour la négociation. Quand il a fait son fameux meeting, nous sommes pour la mise en confiance. On dit donc à M. Tshisekedi qu'il faut négocier. Parce que si M. Tshisekedi, il s'agit quand même de la souveraineté de mon pays, eh bien, on va désigner M. Tshisekedi comme celui qui ne veut pas la paix. Confère crise ivoirienne. On demande à Gbagbo d'aller aux élections avec un groupe armé internationalement reconnu qui ne dépose pas les armes. Et M. Guillaume Soro, par une résolution du Conseil de sécurité, est fait Premier ministre, effectivement, de la communauté internationale et ministre de la Défense. Il organise les élections. C'est pour ça que M. Guillaume Soro vous a fait ce que vous avez eu là. Les Africains, vraiment, enfin, l'engagement à respecter le caractère sacré de l'intégrité territoriale de la RDC. Comment tu reconnais l'engagement à respecter l'intégrité sacrée de la souveraineté de la RDC et tu demandes à la RDC d'aller négocier avec une partie non étatique et un groupe rebelle? Regarde comment on appelle le M23. On n'appelle pas groupe rebelle. On appelle le M23, effectivement, une partie non étatique. Regardez le nom qu'on donne au M23, une partie non étatique. Et enfin, on reconnaît la souveraineté de la RDC. Voilà les 5 points qu'on devait soumettre au chef de l'État. Quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, président Tshisekedi, faut pas partir là-bas. Faut pas partir là-bas. Pour moi, il a eu raison de ne pas partir. Deuxième chose qu'il ne devait pas faire, il ne devait pas envoyer sa chef de gouvernement. Je ne vois pas pourquoi elle devait y aller. Troisième chose qui m'a mis au bord des larmes. Troisième chose qui m'a mis au bord des larmes, c'est parce qu'on ne peut pas reprendre les images de l'AFP ici, on va être censuré par YouTube. C'est-à-dire que YouTube nous a supprimé une page de près de 1 400 000 abonnés. Parce que YouTube estimait que, 1, nous étions crus dans notre langage, et c'est normal, YouTube supprimera jusqu'à être fatigué. 2, on mettait certaines images pour s'appuyer sur nos démonstrations, et ils estimaient qu'on ne payait pas les droits d'auteur. Tapez sur Google, chers Africains, arrivée de M. Kagame au sommet de la SADC et de l'AESC. Vous savez ce qui se passe? 12 chefs d'État, chefs de gouvernement sont dans la salle. Kagame arrive, on ouvre la portière, on annonce Monsieur Kagame, tous se mettent debout. Kagame salue, tous font la révérence. Kagame s'installe. Je parle du sommet de Tanzanie, l'arrivée de Kagame dans la salle. Mais le sommet, le samedi. Si je dis aux Africains, tapez arrivée Monsieur Kagame, salle de discussion Tanzanie RDCA.
Kagame arrive plus qu'en rockstar. Voilà ce qu'on demande au chef d'État de négocier. Résultat des courses, on renvoie Kagame et M. Tshisekedi dos à dos. 24 pays africains n'arrivent pas à prononcer le nom du Rwanda, à part le Burundi. Petit Burundi. Je ne le dis pas pour me moquer de mes frères burundais. Je dis par rapport à ce qu'on peut appeler le pourcentage en termes de surface. Quand tu vois la surface du Burundi et tu vois tous les pays africains. Monsieur Dachimé a été la fierté et l'honneur des panafricanistes. C'est le seul qui va prononcer le nom de Kagame et dit, Monsieur Kagame, vous continuez comme ça, on ne pourra pas l'accepter. Nous allons entrer en guerre. Le Zimbabwe, je ne suis pas content contre Nangagwa. Le Zimbabwe qui a eu son indépendance de la façon dont nous connaissons. Le Zimbabwe prononce pas Rwanda agresseur. La Tanzanie qui abrite le sommet. La Tanzanie ne veut... Tous les pays, il n'y a pas un qui a dit, Monsieur Kagame, c'est vous l'agresseur. Exactement. Traite négrière. Colonisation. On n'a jamais désigné l'agresseur. Même le livre que M. Macron a écrit, nous respectons le chef de l'État. Lui, il y a une commission, ils ont cherché, ils ont présenté au chef de l'État. On respecte le patriarche, mais quand le patriarche ne sera plus là, ça n'engagera pas l'État du Cameroun. Ça n'engagera pas, ça sera un livre de plus, un document de recherche de plus. Peut-être y a-t-il quelques faits, une analyse. Les chercheurs qui sont là sont brillants, ils sont tous des brillants et tout. Ça sera un document de recherche de plus. Ça ne va pas nous engager, nous les nationalistes, nous qui avons même eu des membres de nos familles brûlés au napalm, que le livre a refusé. Il parle de bombes incendiaires, il refuse. Monsieur Macron a refusé qu'on mette du napalm, le bombardement au napalm dans cette affaire. Quand j'ai dit ça, chers Africains, je me suis rendu compte que nous avons un problème. À quel niveau? Et c'est là où je suis d'accord avec mon frère Bekima. C'est-à-dire que nous sommes faibles. Mon frère Bekima, on n'est pas arrivé avec 1 million de personnes, des enfants de 3 ans, baluchons sur la tête, 3000 morts congolais. On parle du génocide de Tutsi. Il y a 6 millions de morts congolais. Le grand frère du grand frère des génocides. Si on classe les génocides en fonction du nombre de morts, c'est-à-dire que le génocide congolais, c'est le génocide. Nous, Africains, on se réunit. On n'arrive pas à dire un petit pays comme le Rwanda et un Kagame. Monsieur Kagame, c'est toi le problème. Premier point des Africains. Il faut méditer de cette affaire. Et c'est là où quand on vous dit ici que les panafricanistes doivent prendre la tête des États, vous êtes là, vous dites oh. D'ailleurs, à la fin de l'émission, donnez-moi 2 minutes. Je veux lancer un appel au soutien financier pour mon parti politique. On va aller aux élections législatives. On demande aux panafricanistes qui nous aiment, qui nous apprécient. Je vais donner le numéro de téléphone WhatsApp de notre coordonnateur national. On va aux élections. Sauf que Yaoundé, les origulatistes, une liste communale de 60 personnes, il faut 3 millions. Et nos électeurs, nos sympathisants, nos membres, souvent c'est des chômeurs, mais qui croient au Cameroun. On demande à un enfant qui n'a pas de travail de mettre 50 000 pour s'occuper de la cogestion de sa commune. 50 000. Voilà le code électoral du Cameroun. Et nous allons demander à nos amis, les gens qui m'écrivent, pardon, ne m'appréciez pas, vous êtes à l'étranger, donnez 30 €, 20 €, 50 €. Je veux donner, parce que beaucoup m'écrivent, je veux donner le WhatsApp de notre coordonnateur national. Nous allons aux élections législatives. Comment changer les situations comme celle de RDC? Ce ne sont pas aux affaires. Nous, on peut crier ici. Parce que si nous, on était à la tête de l'État du Cameroun, on se serait fait inviter dans cette affaire-là. On aurait dit que nous sommes pays membres de la CEAC. Et dans la salle, on aurait dit, Monsieur Kagame, vous êtes un génocidaire. On aurait pris la parole. Et on aurait dit au bataillon d'intervention du Cameroun, mettez-vous prêts. On aurait dit au bataillon d'intervention rapide du Cameroun, mettez-vous prêts. Vous allez atterrir sur Goma. Il n'y a que panafricanisme pour faire ça. Et quand on vous dit, vous voyez l'AES? Justement, la question, je voudrais effectivement bondir sur la réaction de l'AES qui est
assez silencieux sur le cas congolais. Non, l'AES n'est pas silencieux sur le cas. Tu te connais du quoi de l'AES? Tshisekedi n'a jamais fait de voyage au sein de Quand il était président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a fait de l'AES? Il a failli briser l'AES. Il soutenait les Macron. C'est eux qui soutenaient la CEDEAO d'aller en guerre. Tout à fait. Tshisekedi. Qu'on ne peut pas violer la démocratie, monsieur Bazoum est démocratiquement élu. C'est pour ça que je t'ai dit, Fabrice, garde ton mal en patience. On fera une émission ici sur les hommes politiques congolais. Nous, les panafricanistes, le président Manda m'a dit, Bertrand, tu as mal, je te connais. Tu es mon militant, tu as mal. Je suis comme toi. Mais sauvons le Congo. Je dis, si nous on était à la tête de l'État du Cameroun, le Cameroun serait en guerre comme Daïchini. Le Cameroun serait en guerre comme Dachimi. Et ça n'honore pas le Cameroun de n'avoir même pas fait une mission humanitaire. C'est-à-dire on a un C-130. On peut ne serait-ce que même mettre c'est-à-dire du matériel humanitaire pour nos enfants congolais. Même si l'aéroport de Goma est fermé, on peut atterrir à Kinshasa. Pour venir à côté. Ça n'honore pas un grand pays de la CEAC comme le Cameroun. On me parle d'une diplomatie, des couloirs et tout. Ceux qui ont étudié ces choses-là vont nous expliquer ce que ça rapporte. Mais non, nous on serait entrés en guerre. Et quand nous allons arriver au pouvoir, chers amis, nous allons entrer en guerre dans des situations comme ça. Exactement comme Daïchimi. Deuxième des choses, les plans de paix. Vous savez ce qu'on va faire à M. Tshisekedi? On va lui faire deux choses, s'il n'est pas malin. On va lui faire voter un plan de paix et on va lui imposer un DDR. C'est les DDR qui ont tué les armées africaines. Regardez toutes les armées où on a mixé rebelles criminels et armées régulières avec équilibrage des grades. 300 ans, c'est d'ailleurs ce que les gars. C'est ce que Monsieur Ouattara était coupé de route. Il est devenu colonel-major. Pour être colonel, je vous ai dit que j'ai perdu un de mes amis. Il a bravé le concours le plus difficile de l'école militaire interarmée du Cameroun. 2 ans de formation au Maroc. 25 ans. Dossier administratif irréprochable. Mon ami, pour que le président l'élève au grade de colonel. Mon ami de classe, Joseph. Voilà pour être colonel. Mais sauf que M. Ouattara, chez Yves Suleiman, on va faire tout ça. On l'a fait au Centrafrique. On l'a fait en Côte d'Ivoire. Regardez tous les pays où la communauté internationale vous a, parallèlement au plan de paix, vous ont imposé démobilisation, désarmement et réinsertion. Parce que nous, on a un plan de réinsertion au Cameroun. Le président demande en quelque sorte de récupérer les Ambazoniens, de leur apprendre un métier et de les installer. Mais la France demande d'intégrer dans l'armée et de faire une harmonie de grades. Donc tu vois un colonel de l'armée formé avec un coupeur de route, on donne le grade de colonel au coupeur de route. C'est une des raisons qui a mis l'armée de RDC dans ce problème. Et on va aller plus loin. On va faire voter l'embargo aux États. Vous avez déjà vu un embargo voté pour la prise d'armes d'un groupe rebelle? Jamais. C'est-à-dire qu'on attache l'État, on crée un DDR à l'État, on prend des voyous, on met dans l'armée et on vote un embargo à l'État. Confère Gbagbo. Confère Monsieur Touadéra RCA. Voilà ce qu'on dit de Monsieur Tshisekedi de faire. Quand on lui dit la bonne volonté, vous devez partir. Par contre, Daïchimi a une idée intéressante que personne ne veut porter. Que personne. Que dit Daïchimi? Daïchimi dit, Monsieur Kagame, tu dis que tu as un problème d'insécurité, non? Tes Tutsis sont menacés, non? Oui, il n'y a pas de problème. Tu as peut-être aussi des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre une force africaine d'élite pour neutraliser tous les groupes à l'est de la RDC. C'est-à-dire que la force là ne sera pas comme MONUSCO. Et c'est en ça qu'on avait questionné M. Tshisekedi à l'Assemblée Générale des Nations Unies quand il arrive. Suivez le premier discours de M. Tshisekedi, je l'ai ici. Il dit qu'il confonde la MONUSCO. Il demande même de renforcer les effectifs. Mais Tshilombo, quand tu le dis aux Nations Unies, tu ne sais pas quelles sont les missions de la MONUSCO, tu ne sais pas le rôle qu'il joue, l'encadrement des M23, les armes, le renseignement, tu ne sais pas tout ça avec tes amis ougandais? Nous allons lui dire, dégage cette affaire-là, cherche de véritables partenaires pour dire que je m'en donne les moyens militaires. C'est ça que la Russie aime. C'est à ce moment que la Russie aurait aimé. Chers amis russes, venez m'aider à sécuriser l'Est de la RDC. La Russie aurait envoyé Wagner. Voilà. Aucun Russe. Il déteste la Russie. C'est un blanc. Président, tu vois pourquoi quand tu m'as dit, Bertrand, calme-toi, j'ai mal, tu m'as regardé, tu m'as dit, Bertrand, tu as mal, laisse, c'est ça un homme politique. Tu veux faire, moi je comprends ça. Donc,
véritablement et d'Achimier va y dire qu'une fois que c'est relativement pacifié, mais la RDC jouit de sa souveraineté, sa pleine souveraineté nationale, et le Rwanda est sécurisé. Aussi simple que ça. Sauf qu'il y a un problème, chers Africains. Et là, Beki m'a dit, je chute par là. Chers Africains, il y a 2 filières industrielles qui vont tirer la croissance mondiale, en tout cas qui vont véritablement tirer la croissance mondiale. Il y a ce qu'on appelle l'industrie de la voiture électrique et il y a ce qu'on appelle l'industrie du smartphone et du satellite. L'industrie du satellite va faire la différence en termes, comment je vais dire, stratégiques et puissance militaire. Et l'industrie de la voiture électrique, l'industrie du smartphone va être, comment je peux dire, que aura d'un succès commercial à des milliards. Nous avons 700 millions de classes moyennes en Afrique, c'est-à-dire d'Africains qui ont sensiblement les mêmes revenus qu'un Européen moyen. Ça veut dire que quand les Chinois vont bientôt pouvoir, et dans nos pays on installera les bornes électriques, ils ont les moyens de s'acheter une voiture électrique. C'est pratiquement 20 000 euros. Donc vous avez 750 millions d'Africains qui peuvent s'acheter une voiture électrique. Qu'est-ce que ça va faire pour nous, chers Africains? Dans cette filière-là, qui va générer des centaines et des centaines de milliards, nous avons la matière première et on peut installer en Afrique la partie la plus importante sans laquelle il n'y a pas de voiture électrique, les batteries. Vous m'écoutez? Tout à fait. Ça veut dire que, Président, on fait un sommet et dit que pays producteur du coltan là et du lithium, l'or, diamant, ne venez pas. On se réunit là, pays producteur coltan et lithium là, on se réunit. On décide qu'aucun partenaire ne va acheter du coltan. Il faudra fabriquer les batteries des voitures électriques en Afrique. C'est-à-dire que tu veux un contrat sur le coltan. Tu poses usine avec transfert de technologie véritablement de fabriquer ce qu'on appelle les batteries électriques. Et tu veux développer les smartphones qui ont encore c'est-à-dire des possibilités énormes. Tu es obligé de mettre industrie en Afrique. Sauf que même nos amis chinois estiment que dans ces conditions-là, ça sera très dur, qu'ils aient une forte rentabilité, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc l'hypocrisie mondiale veut que tous ceux qui auront coltan, tous ceux qui auront lithium, tous ceux qui auront terra, qui deviennent aujourd'hui la matière stratégique commerciale, c'est-à-dire qui va produire et qui va enrichir les États, sortir les populations de la pauvreté, n'ont pas intérêt à la stabilité. Donc le développement prodigieux de ces filières-là risque de générer chez nous des guerres sanglantes. C'est-à-dire que même Xi Jinping, moi je suis froid, je veux devenir froid comme Xi Jinping. On sera tous froids. Parce que 6 millions de morts, 10 millions de morts, comme Jonathan le dit. Mais la Deuxième Guerre mondiale n'a pas fait 10 millions de morts. Depuis la Chine, on est à pratiquement plus de 20 millions de morts en aide. En plus. Président, quelle guerre a fait ça? La Première Guerre mondiale, on dit que c'était la guerre la plus cruelle, parce qu'il y avait la guerre des tranchées. Oui, voilà, le monde. Vous voyez donc tout le monde est plus ou moins un peu complice de cette affaire-là. C'est pour ça que moi je trouve les pays de la SADC et les pays de l'ACE d'être criminels devant Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi ne devait même... C'est-à-dire que dès qu'on lui a remis la feuille de route de négociation, il devait comprendre qu'on lui dit on te signe Marcoussi, assois-toi avec les rebelles, ne soyez pas surpris que l'accord de paix lui demande de nommer M. Nanga, ministre de Premier ministre ou ministre de la Défense. Donc on va demander ce qu'ils font souvent, une répartition du pouvoir. Ça va changer quoi? Je vous ai parlé de 44 accords de paix en RCA. 44 accords de paix. Ça n'a pas changé les rébellions et les guerres civiles. Surtout que le M23 vient du SCDP qui a muté en premier M23, battu par Kabila, démobilisé, qui mute en deuxième M23. Ça veut dire que là même, vous battez le M23 si les Occidentaux vous créent un quatrième M23. Ça veut dire que M. Tshisekedi fait remaniement ministériel, il vire quelqu'un, on lui dit viens. Il t'a viré du gouvernement, papa viens. Enfin, peuple congolais. Qui va prendre conscience? Moi je dis, si on était à la tête de l'État du Cameroun, on venait avec l'armée du Cameroun. Mais pourquoi vous êtes toujours omnubilé par ce que je peux appeler les artifices? On veut vous effacer.
On veut mettre un pays colonisé. La bande de Gaza, là, vous aurez ça. C'est-à-dire qu'on va faire ça chez vous. Vous ne vous imaginez pas, en termes de trillions de milliards de dollars, ce que c'est que la filière de la voiture électrique. C'est la voiture de demain. Il y a des villes en Europe où on ne veut plus de voitures avec ce qu'on peut appeler d'essence ou le gasoil, notamment en Allemagne. On dit qu'on n'en veut plus. C'est au port de Cotonou, c'est au port de Douala. C'est la voiture électrique. Or, nous avons la matière première. C'est pour ça qu'on peut tenir l'économie de Xi Jinping comme ça. On peut tenir la croissance mondiale comme ça. Pour peu qu'on soit des panafricanistes, on comprend les enjeux. C'est pour ça qu'on n'a jamais compris comment un président sérieux, ne pas même pas saluer les gars de l'AES, s'est dit non, vous êtes les têtus, mais je viens saluer quand même, que c'est comment mes frères. Président Tshisekedi n'y est jamais parti. Jamais. Et ne les a jamais invités. C'est pour ça que je dis, nous reviendrons sur les hommes politiques congolais qui ont participé au même titre que Kagame. Moi, je les trouve les complices de Kagame et ont embarqué notre pays, notre Congo, dans une situation comme celle-là. Merci à vous, Bertrand. Président Madakani, on va rassembler. Ce qui se passe donc là-bas, là je reprends la communication du président Paul Kagame. Alors ce qui se passe là-bas est une guerre ethnique qui court depuis longtemps, niant les droits du peuple, puis attaquant le Rwanda. Vous devez reconnaître les droits des personnes, faire un pas et résoudre le problème. Cette guerre a été déclenchée par la RDC et non par le Rwanda. On l'a juste apporté. C'est Tshisekedi qui parle. C'est le président Kagame. Kagame, oui, c'est Kagame. On l'a juste apporté et mis sur nos épaules et on nous a dit d'en être les propriétaires. Et donc pour lui, la menace M23 n'a aucun soutien venant de Kigali. Et qu'est-ce qu'il allait faire au sommet? Qu'est-ce qu'il allait faire au sommet alors? Il fait partie, je crois, il est pays membre de la SADC et de l'EAC. Bon, toi tu n'es pas concerné par une guerre. Et chaque fois qu'on veut résoudre le problème de cette guerre, toi tu es devant. Il aurait dû dire que bon, ok, vous m'invitez. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Je n'ai pas l'argent de mon budget à dépenser. Voici les concernés, voici le chef tribal, voici le chef de l'ethnie qui est concerné. Invitez-le par là avec lui. Moi, je suis derrière. Je reviendrai sur cette... C'est la malchance. La vie est faite de malchance. Ouais. L'Afrique est un continent qui a beaucoup de problèmes. Ouais. Et il a la malchance de produire des enfants qu'on appelle Kagame. Oui. Qu'on appelle Ouattara. Oui. Museveni. Oui. On va... D'abord, commençons par ce qui était à cette réunion. Fabrice. C'est-à-dire, Bertrand vous a parlé de cette réunion. Vous les appelez quoi, Bertrand? C'est la SADC. C'est quoi ce truc? Comment vous appelez ça? La SADC, les pays de l'Afrique australe. Voilà. C'est de l'Afrique de l'Est. Et ceux de l'Afrique de l'Est. Alors, il y avait, commençons, Museveni. Oui, il était là. Mnangagwa, la présidente de la Tanzanie, Faki. Je ne me suis pas rendu compte. Oui, en tant que secrétaire, président de la commission. Ouais, en tant que président. Vous allez constater que tous ces pays qui étaient là sont dirigés par des personnes. Moi, je vais vous dire, qui lognent les richesses de la RDC. Oui. Je ne parle pas du Faki. C'est le plus beau. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas citer son nom, le Faki, là. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas citer son nom. Parce que quand vous voyez Mamad Faki, vous voyez la défaite, la honte. C'est que la face la plus hideuse que l'Afrique a même produite. Vous voyez, Faki, là. Il s'est présenté Union africaine. Un jour, on a fait un débat ici, au plus fort de la crise de la CEDEAO. On a fait un débat ici où je vous ai parlé de comment l'Union africaine est structurée. Les communautés régionales, là, etc. Comment, je vous ai dit que faites attention. L'Union africaine que vous voyez là, c'est un cadenas qu'on a mis sur le cou de l'Afrique. C'est un cadenas. C'est un étau qui est sur le cou de l'Afrique. C'est-à-dire, dans tous les conflits que l'Afrique va avoir, c'est-à-dire que l'Union africaine, c'est-à-dire, j'ai parlé avec un diplomate, c'est un grand diplomate camerounais. Et il me suit même, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un éminent au cadre du ministère des Affaires étrangères au Cameroun.
je suis avec lui. Il essayait de m'expliquer que nous sommes trop durs avec l'Union africaine. L'Union africaine fait beaucoup de bonnes études, d'excellentes propositions, mais ils ne peuvent rien faire parce que, bon, les chefs d'État bloquent tout, les égoïsmes nationaux bloquent tout, etc. Bon, peut-être qu'il me suit. Comme il est mon ami et que je le respecte beaucoup, je ne veux pas dire certaines choses. Quand vous regardez l'organisation de l'Union africaine, comment elle est structurée, la relation qui est entre l'Union africaine et l'organisation sous-régionale, vous voyez comment c'est rapporté à l'ONU. C'est une tentative d'étranglement du continent africain. C'est-à-dire que c'est un étranglement diplomatique qui est parrainé et coordonné en sous-main par l'Union européenne. Par l'Union européenne. Les pays que vous avez vus là, cette organisation, ce que vous appelez organisation sous-régionale, pour la plupart, tous ces dirigeants-là lognent les richesses de la RDC. Nangangwa logne les richesses de la RDC. Ouais. J'allais dire que ce sont des potentiels bandits. Oui. Ils veulent aller voler les richesses de la RDC. Museveni, n'en parlons pas. C'est notre bandit. C'est le collègue bandit de Kagame. C'est son papa. Kagame l'appelle tonton. Papa de quoi laisser ça? Je veux dire que c'est son fils. Donne n'importe quel titre à n'importe qui. Un papa qui est un bandit, c'est un papa. On vous le regardez, vous voulez respecter son âge. Et quelqu'un. Il sort là avec ses enfants, il veut jouer au patriarche. Regardez, c'est un bandit. Oui. Comme des bandits. C'est le collègue bandit de Kagame. Ouais. Main dans la main depuis. La dame là qui est en Tanzanie, bon, ça dit souvent, non, se demande même. Comment elle a fait pour avoir le pouvoir? On a tué un des meilleurs. On a assassiné. On a assassiné un des meilleurs présidents de l'histoire de l'Afrique, John Magufuli. On va enseigner l'histoire de ce papa dans les écoles. C'est-à-dire, quand vous voulez, en termes de modèle de chef d'État, les Africains ne connaissent pas assez qui est John Magufuli. Et pourquoi on l'a tué? Ce gars, en termes de gestion, en termes de. Quand on dit un modèle étatique, c'est John Magufuli. C'est qu'il a fait de la Tanzanie en un temps record. Oui. En un temps record. Un succès économique, oui. C'est ça qu'ils l'ont tué. Oui, la Tanzanie. Oui. Et je pense qu'elle était vice-présidente. Oui. Elle a remplacé John Magufuli. C'est très compliqué de juger les femmes quand elles sont à des hautes fonctions. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas ce qu'elle allait faire là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire là-bas. Donc, mon cher Fabrice, dites-moi, quelle est la diplomatie? C'est quel genre de diplomatie qui peut justifier qu'une organisation soi-disant sous-régionale africaine aille s'asseoir dans une réunion où elle réserve un standing ovation à l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité? C'est-à-dire que... Je dis que dans l'histoire de l'humanité, citez-moi des personnes qui ont fait tuer en tant que président, qui ont fait couler près de 20 millions de sang innocents. Kagame a c'est 20 millions de morts. 20 millions de morts pratiquement depuis la chute de Mobutu. Je ne parle pas du génocide rwandais. Kagame est l'homme orchestre du génocide rwandais. Toutes les enquêtes internationales démontrent que c'est Paul Kagame qui était l'instrument du plan occidental, c'est-à-dire américain, européen, et avec le fameux État là, qu'on appelle Israël, pour, je dis bien, orchestrer le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Je dis bien, toutes les enquêtes internationales, Fabrice. Alors, moi je pose la question. Pourquoi toutes les enquêtes internationales qui démontrent et convergent que c'est M. Paul Kagame qui est derrière tout ça, parrainé par l'Occident, les Américains, les Occidentaux, les Européens, pourquoi on l'a pas touché? Pourquoi il est intouchable? Pas de censure en tout cas, jusqu'ici. Non, je pose ma question. Ouais. Toutes les enquêtes internationales. Tout à fait. Il y a eu au moins, il y a eu au moins 5 enquêtes internationales. Vous avez l'enquête belge, vous avez les enquêtes, l'enquête espagnole, les enquêtes françaises, les 2 enquêtes françaises, Jules Bruguière. Vous avez toutes ces enquêtes, mon cher Fabrice.
toutes ces enquêtes démontrent et convergent vers quelqu'un. Il s'appelle Paul Kagame, agissant pour le compte des États-Unis, de l'Union européenne et de l'État d'Israël. Parce que moi j'ai entendu certaines personnes dire que non, c'est parce que l'Afrique du Sud est allée et a porté plainte contre Israël à la Cour de justice à la Cour internationale de justice qu'Israël pour se venger. N'importe quoi, il faut arrêter ça. Dès le départ, Israël est au cœur. Il est au cœur de ce génocide. Il est au cœur. Deuxièmement, Fabrice, l'ONU, tous les rapports onusiens, je dis bien, tous les rapports onusiens convergent toujours vers Paul Kagame. Du Rwanda. Non, pas l'implication du Rwanda, de Paul Kagame et son régime et sa clique. Plus grave, lorsque ces anciens collaborateurs, ces anciens compagnons de lutte, Bertrand, ont décidé, je ne sais pas sur quel, certainement sous la grâce divine, d'aller témoigner devant les instances, ces instances-là, Kagame les a fait tous assassiner. Il n'y a plus de témoins. Y compris quand il était en Afrique du Sud. Son chef de renseignement extérieur, son ancien chef d'état-major, etc. Il les a tous fait assassiner. Moi je vous pose la question. Qui protège Kagame? Kagame c'est qui dans ce monde? Non, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Non, c'est pas un mystère. C'est simplement que vous aurez toujours ce type d'Africain qui va accepter de jouer ce rôle et de se prendre très au sérieux dans ce rôle et de croire que il est en train de faire l'histoire, alors que simplement c'est un engin à tuer, c'est un criminel, c'est un engin à tuer, c'est un esprit maléfique qui s'est incarné sur le continent africain. Donc moi je pose la question, comment l'Union africaine, représentée par le président de la Commission, la présidente de la Tanzanie, Mnangagwa, vraiment c'est pas possible, qui est l'héritier de Mugabe, et à l'époque, je crois, à l'époque, il devait être ministre de la Défense. Quand Mugabe envoie ses troupes en RDC, il y a l'Angola, il y a l'Afrique du Sud, il y a Mugabe, qui envoie les troupes au secours de la RDC quand Kabila père se retourne contre ses anciens amis. Il y avait l'armée zimbabwéenne. Mnangagwa maintenant vient s'asseoir avec quelqu'un qui il a massé 20 000 bien de morts. Et il vient de. Vous savez ce qui s'est passé en Goma? C'est un carnage qu'il y a eu en Goma. Écoutez-moi bien, c'est un carnage. On est prêt. C'est pas terminé. Mais on est à peu de 7 000 morts. Les 3 000 morts là, ce sont des chiffres de. On a dit. Oui. Je dis. Ouais. Oh. Je vous dis que. C'est un crime contre lui. Mais Goma, ça dit que c'est pas possible. J'ai dit j'ai envie de quitter ce plateau quand je parle de ça. Je n'ai pas la force de supporter Bertrand. Cet homme que vous voyez là, ce criminel, Kagame, c'est un carnage. Écoutez-moi bien, c'est l'armée rwandaise. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Non, la bataille continue. Le combat continue. Le Congo est debout, hein. C'est pas fini, Bertrand. C'est sa population? Oui, il y a Vincent, un téléspectateur qui nous des images sont assez complexes, on ne peut pas les diffuser, elles sont assez sensibles. Là, il vient de nous faire signe qu'il vient la population vient d'assassiner un général rwandais, s'appelle James
Kabarebe. Oui, un vieux. Oui, c'est lui, le fameux. Il était le chef d'état-major même au Congo. Sous Kabila Père. C'est lui que je citais. Kabarebe, c'est lui. James Kabarebe. C'est lui, oui. C'est lui. Il a été chef d'état-major au Sous Congo. Kabila Père. Il a été chef d'état-major au Rwanda. C'est eux qui accompagnent Kagame qui font faire le coup d'état. Oui, il faut faire le coup. C'est eux. Un ancien officier de l'armée d'Ouganda. Il vient de subir la fureur des populations de Goma. Merci. Ça veut dire qu'il nous écoute. Nous avons la vidéo avec. C'est un gros voyou qui vient de mourir. Non, Merci. c'est un pilier de Kagame. Donc, lui-même son Bravo, temps population de Goma. Bravo. James Kabarebe, on le connaît très bien. Kabarebe. C'est lui, il a été chef d'état-major au Congo et chef d'état-major au Rwanda. C'est l'un des piliers de ce projet. Donc, j'étais en train d'expliquer que pour entrer en Goma, Fabrice, c'est un carnage. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, on puisse massacrer comme ça les populations africaines et que devant il y ait un prétendu fils africain et que des chefs d'État comme ces gens-ci vont s'asseoir et le saluer et se mettre debout. C'est-à-dire, on a souvent envie de maudire son propre continent, Fabrice. On a souvent envie de se retourner contre l'Afrique. Je vous dis la vérité. C'est incroyable. Donc, ça dit, Nangangwa, tu es un criminel. C'est une honte. Parce que c'est cela leur politique. Pas d'État. Ils disent que non, il ne faut pas avoir d'État. Il faut être pragmatique. Pragmatisme de lâche et de traître. Mais quel est ce pragmatisme qui consiste à toujours être pragmatique contre son peuple, contre les populations africaines? Donc ça c'est la première chose. C'est-à-dire que ces gens sont allés s'asseoir avec un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Je vais vous lire un témoignage ici que quelqu'un m'envoie de Goma. D'accord. Le président finalement. C'est-à-dire que non seulement il logne les richesses de la RDC, tous ces présidents que vous voyez là, Museveni, Nangangwa, la Tanzanie, le vaurien de l'Union africaine, on ne sait pas ce qu'il allait faire là-bas. Oui. Il allait représenter l'Union africaine. Ok. Non seulement il est logne, vous allez observer, tous ces présidents, vous allez fouiller, ils dépendent, ce sont des agents de l'Occident. Nangangwa, je me posais des questions. Je me disais que bon, voilà le continuateur de l'œuvre du vieux, Robert Mugabe, notre héros. Mugabe, je pose une question. Mugabe de son vivant, j'interpelle ici Bekima, même professeur Belé qui a un certain âge. Mugabe de son vivant, vous pouvez tolérer ça? Nous savons jamais. Si Mugabe était vivant là, il aurait envoyé les troupes de son pays directement. Oui. Directement. Oui. En RDC, sans même réfléchir. Ouais. Le Mugabe. Ouais. Ouais. Regarde même celui de l'Angola. Voilà un autre pays qui a subi les mêmes atrocités. Regarde celui de l'Angola. Bon, Regarde celui lui au moins il a envoyé son ministre, il n'a pas fait de président. Il au moins s'est fait représenter. Regarde celui de l'Angola. Ils sont la personne. Je crois que Carlos a retrouvé. Regardez, Voilà. vous souvenez avec son chapeau. Oui. Je dis tous les chefs d'État sont debout, font la révérence à Kagame. L'image ici est inacceptable. C'est leur patron qui est hanté. Oui. Regardez. Reprends ça. Vous voyez comment l'autre qui a arrive le dernier. Voilà. Je dis tout le monde c'est bien organisé. Voilà mon souvenir. Il enlève son chapeau alors qu'il est son grand frère. Oui. En âge. De loin. Posez-vous les questions. De loin. J'ai vu. Posez-vous les questions. Moi, tu sais que dit, même en vidéo, je serais parti. Tu ne peux pas participer à une réunion comme ça, monsieur regardez Tilombo. ça. Monsieur Tilombo. Il fallait partir. Vous voyez que c'est un club qui s'est retrouvé. C'est un club qui s'est retrouvé. Un club de mal. Regardez. Voilà. Regardez. Debout. Kagame arrive en dernier, le patron de l'affaire. Le président du Kenya. Qui? C'est un bandit. Oui. C'est celui-là. Je vous dis. Voilà Kagame. J'ai dit debout les chefs de gouvernement et les chefs d'État. Envers quelqu'un qui vient de faire carnage en Goma. Voilà quelqu'un qui le salue à deux mains. Un chef de gouvernement, deux mains. Il vient de faire un carnage en Goma. Près de 7000 Africains tués par Kagame. Mon souvenir retire son chapeau. Il n'est pas chef d'État.
Moi, je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Vous vous rappelez Mobutu, non? Mobutu était un agent de la CIA, il avait un matricule. Vous vous rappelez, non, Bertrand? Yeah. Il avait un matricule. Tu te rappelles, non? Mobutu. Kagame, écoutez donc bien. Kagame, c'est un haut agent américain. Écoutez, haut agent américain. Tous les je l'attends tout à l'heure parler des histoires qu'il raconte sur Hima, ce sont des fables pour idiots. D'idiots qu'on raconte. C'est une entreprise américaine pure et simple. Pure et simple. Jonathan, Kagame est un. Voilà pourquoi vous voyez Museveni enlève son chapeau. Pourquoi? Dans la hiérarchie américaine, c'est son patron. Kagame est un écoutez bien, agent de la CIA, ouais. Bertrand. Ouais. C'est-à-dire bien formé. Et moi, je vais aller plus loin. Il n'est pas seulement un agent de la CIA. Il est aussi en même temps un agent haut placé du Mossad. Regardez ses méthodes. Vous voyez comment Kagame tue ses opposants. Vous voyez la manière dont il les quitte c'est-à-dire ceux qui sont contre lui. Vous voyez comment il est c'est-à-dire quel que soit un autre dans le monde, Bertrand, il va te trouver. Oui. Mais il a les méthodes des juifs. Ouais, Bertrand. C'est-à-dire que les juifs traquent jusqu'à aujourd'hui les rescapés nazis de 1945. Alors vous parlons. Il y a des communautés juives en Israël, au Rwanda. Ouais. Il est en train d'installer. Elle s'installe. Comme elle s'installait au début en Palestine. Jonathan. En Palestine, là, comment c'est là? Une telle installation est en train de se faire au Rwanda. Je vais poser une question, c'est pourquoi? Peut-être qu'il va peut-être il est là également, mais je vous dis c'est pourquoi. C'est pourquoi Israël fait. Les gens disent que non, c'est la solidarité du génocide. Il faut arrêter les bêtises comme ça. Quel génocide? Le Rwanda était avant une monarchie. Oui. Qui a été longtemps dirigé par les Tutsis, ouais. Alors qu'ils étaient ultra minoritaires. Ouais. Je dis bien ultra minoritaires. Parce que même si dans le royaume, il y avait un principe de rotation du pouvoir entre les quatre grandes composantes sociales. Et quand le roi Tutsi meurt, c'est-à-dire le roi éleveur, il est remplacé dans le système de rotation par un roi soit Hutu, soit l'autre grand groupe. Et comme ça, il y avait un cycle. Et chaque fois que le roi passait à une des catégories, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, en fait, ceux qui portaient des titres relatifs, bien sûr, devenaient immédiatement, appartenaient aux autres communautés. Et le général qui commandait les troupes passait également à une communauté, ce qui fait que l'équilibre était toujours maintenu. Quand les Allemands arrivent, les Allemands déconstruisent ce système. Et qui? Pardon? Élève quel peuple? Et élève les Allemands surtout qui venaient avec l'anthropologie coloniale, bien sûr. Qui fabrique donc la hiérarchie des races. Voilà. Et ils vont donc à la faveur de ça, les Tutsis pour le pouvoir, ils vont régner pendant longtemps. Tout à fait. Faut bien comprendre l'affaire. Ils tombent juste après les indépendances. Très bien. C'est à la faveur des indépendances que les Hutus en profitent pour faire la révolution. La révolution. Parce que si on ne connaît pas ce background, on ne le comprend pas. C'est vrai. Les élucubrations, tout ce qu'il là, ça il n'a aucune raison de faire ce qu'il fait. Il ment. Les histoires. Kagame ment. Alors je vous parle là. Il y a à la Cour internationale de justice des documents où, je vous dis, c'est documenté et rassemblé qui montrent comment Kagame faisait tuer les Tutsis pour accuser les Hutus. Dans la pure tradition des génocides, des génocides organisés par des Occidentaux, Fabrice. Cette affaire a été stoppée à la Cour de la justice. Vous savez par qui? Par les Américains. Yeah. Toutes les procédures internationales qui étaient déjà à 2 doigts d'aboutir pour démasquer ce criminel, ça a été bloqué par les Américains. Le juge espagnol, Bertrand, a lancé 40 mandats d'arrêt internationaux contre Paul Kagame. Oui. Les Américains ont bloqué tout ça. Avec les amis européens. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle? Ces présidents qui sont dans la main assez sanguinaires sont au courant de tout ça. Qu'est-ce qui les amène là? Ils vont vous dire que les affaires d'État, ils mentent. Ce sont tous des voleurs. Ils défendent leurs intérêts de leur famille. Ils mentent.
Et Kagame s'est distribué, hein. Il s'est partagé. Mais Nangwagwa me déçoit. Hein. Voilà un guerrier qui a accompagné pendant 40 ans de lutte d'indépendance. Non, mais Mugabe doit se retrouver dans sa tombe. En train de voir ça. Oui. Aucun n'a prononcé le nom Rwanda, il n'y a que Daishimie. Et d'ailleurs là, sur ces images, on n'aperçoit pas l'image du président burundais dans cette salle. Non, oui. Non, il peut pas venir faire la mascarade. Lui, il est clair, il fait comment? L'image est même coupée au milieu. Quand Kagame entre dans la salle, ils sont tous assis. Ils se lèvent comme tu vois là. J'ai l'image de Kagame qui sort de sa voiture. On annonce Monsieur Kagame, tous sont debout. Comme le président Bada dit, c'est le patron de l'affaire. C'est incroyable. C'est le patron de l'affaire. Et quelle négociation vous avez? Alors, donc, nous avons dit, j'ai dit à mon ami Bertrand, qui est venu me voir, mon frère, que Bertrand, si tu regardes Tshisekedi, tu vas vomir, tu vas, c'est-à-dire que tu vas regarder ce qu'il fait, c'est-à-dire que tu vas sacrifier le Congo. Le Congo. Tu vas sacrifier le Congo. Laissons-le. Il n'est pas la contradiction principale à l'heure actuelle. La contradiction principale à l'heure actuelle, c'est l'Occident. Attendez, c'est l'Occident qui est derrière cette affaire et qui a trouvé un instrument qu'il protège. Tout ce que vous voyez là, ces résolutions ont été rédigées par les Occidentaux. Mais clair, c'est les accords de Marcoussis. Par les Occidentaux. Ça c'est Marcoussis version. Puisque avant cette réunion, il y a eu une réunion des Occidentaux avant. Oui. Il y a eu la Grande-Bretagne, le Qatar, l'Angleterre, les États-Unis. Ils ont fait adopter par ces vauriens que vous voyez là-bas. C'est ça. Kagame est le plus grand criminel de l'histoire de l'Afrique. Au XXIe siècle, c'est le plus grand assassin. Mais c'est un instrument dans les mains des Occidentaux. En particulier les Américains et Israël. Fabrice, voilà pourquoi tu le vois si arrogant. Tu le vois narguer le continent, narguer l'Afrique du Sud. Parce qu'il compte sur ça. Deuxième conclusion à tirer. C'est pas possible ça. Mais nous, on assumerait ça. Ce sont nos idées jusqu'à la fin. Nous allons défendre ça toute notre vie. Voilà la démocratie. Voilà les droits de l'homme. Ouais. Les Occidentaux appellent droits de l'homme quand vous tuez 20 millions de personnes, vous versez leur sang et vous leur donnez les matières premières. Ouais. Ils vous appellent démocrate. Ouais. Défenseur des droits de l'homme. Kagame, c'est un démocrate, non? C'est pas un démocrate. Présenté comme tel par l'Union. Non, c'est le plus grand démocrate. Le Rwanda est la plus grande démocratie à l'heure actuelle en Afrique, d'après Washington et l'Union européenne. Attendez, je vous en prie. Et l'Union européenne. 20 millions de morts. Je ne compte pas Gaza. Je ne compte pas le Sahel. Je ne compte pas l'Ukraine. Et vous allez venir encore ici. Vos prétendus intellectuels parler de démocratie et de droits de l'homme. Dire que l'Occident c'est le droit de l'homme. Le Tintin de l'Élysée, la petite criminelle. Il vous dit qu'il y a une internationale réactionnaire. Mais voilà la vraie internationale réactionnaire au Rwanda. En RDC. Là voilà. Là voilà en Ukraine. Aujourd'hui, ils ont tellement tué les Ukrainiens, comme vous avez dit que c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Ils veulent négocier. Aujourd'hui en Ukraine, il y a un problème de démographie, c'est grave. C'est-à-dire que l'équilibre démographique de l'Ukraine a été rompu. Les estimations montrent que d'ici 50 ans, la population ukrainienne va disparaître. C'est calculé, hein? Mais ils ont tout prévu. Hein? BlackRock, les Américains, ils vont remplacer la population ukrainienne par l'immigration. Donc on a envoyé les Ukrainiens mourir en connaissance de cause. Fabrice. C'est la démocratie, pas de l'homme. Zelensky a été élu, hein, pour faire ce qu'il fait là, mon cher Fabrice. Donc, pour conclure, nous on est clair. Mais jusqu'à présent, avec la communication globale qu'il lui a assurée par ses parents, vous avez vu que diamant, il allait signer avec l'Angleterre. Pour faire quoi? Pour le déplacement. Pour importer les Afghans. Non, pas des migrants, c'est ça. Pour importer des Afghans. Qui est dit officiellement, président? Non, mais je vous dis ce qui était. Est-ce que les Afghans manquent de pays? Qu'est-ce que les Afghans venaient faire en RDC, au Rwanda? Ou que c'était pour habiter au Rwanda, c'était pour aller au Kivu. Oui. C'est la chute du vampire qui était Premier ministre en Angleterre là. Vous avez dit que d'origine indienne. C'est sa chute qui a fait chaud le projet. C'était déjà signé. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit que c'est une affaire d'ethnie, n'est-ce pas? Ok, d'accord.
quel ennemi qui allait signer le contrat avec l'Union européenne? Je vous pose la question. Quel est l'ennemi qui allait signer le contrat avec l'Union européenne pour la fourniture des matières premières? On a écrit là-bas tout de suite. On a écrit Rwanda. Et ce sont les officiels rwandais qui ont signé ce contrat, monsieur. Même avec le Ils prennent les gens pour qui? C'est parce que des blancs te soutiennent que tu penses que tu es intelligent. C'est ce rôle qui a signé. Et dès qu'ils ont signé, l'Union européenne s'est mise à financer l'armement de Rwanda. Ouais. Il y a un programme d'armement, oui. Qui finançait l'ennemi là? C'est l'ennemi là. Hein? Comment des chefs d'État, comment des Africains peuvent regarder ça? Ils n'arrivent pas à prononcer agresseur. On renvoie, c'est ce qu'on a fait à Gbagbo et Guillaume Soro. Ce qui est intéressant, Bertrand, je te disais ça. Bertrand, je te disais qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est peut-être lent, mais c'est irréversible. C'est le réveil du nationalisme congolais. Oui. Je t'ai dit ça. Ouais, tu m'as dit. Ça dit que s'il y a une chose, on dit quelque chose de malheur de bon, Dieu passe toujours par des voies pas possibles pour faire avancer ses plans. Quand vous voyez comment les populations de ce pays sont en train de se réveiller, oh Kagame, tu peux danser quelques jours, encore quelques mois. Les Congolais vont arriver à Kigali. Les Congolais vont arriver à Kigali. C'est notre position. Moi, je suis pour ceux qui disent que ils doivent entrer à Kigali. Je n'ai pas dit pour tuer les Rwandais. Pour attraper ces criminels. Oh, je dis. Mais vous parlez de Ngoma, non? Tout à fait. On met le Ngoma, non? Oui. Les pays ont dit qu'ils contrôlaient Ngoma. Hein? Vous avez le voir, non? Bertrand, c'est ce mouvement du peuple congolais qui oblige Tshisekedi à devenir l'enfant un dirigeant. Donc, Tshisekedi veut ou pas, va épouser la vocation de son pays. Veut ou pas. Il est coincé, Tshisekedi. Il va est très épouser. coincé. Ouais. Il est coincé. Les Congolais sont en train de se réveiller, Fabrice. Et c'est ça, ce mouvement qui est plus intéressant pour nous. Kagame, c'est-à-dire que hier, il agissait, les Africains n'étaient pas au courant de tous ces crimes. Quand nous on parlait ici, tu te rappelles, ça fait 15 ans que j'écris ici là tous les jours contre lui. Oui. Mais on m'a dit que je suis fou, que c'est même la jalousie, qu'il développe son pays. Vous connaissez les Africains, non? Les Africains, non? Il développe son pays. Oui, les Africains, vous les connaissez. Il développe son pays, le Rwanda se développe. Tu es jaloux avec ton vieillard qui s'accroche au pouvoir. Maintenant que le masque, quelqu'un m'a très mal parce que le masque est tombé. Un des avantages, c'est que le monde entier sait que c'est un criminel. Je ne parle pas des États européens, non. Le monde entier sait que c'est un buveur de sang, c'est un criminel. C'est une grande avancée. Deuxième avancée, Fabrice. Ah, les Congolais sont en train de se réveiller. Et ils marcheront sur Kigali. Merci. Fabrice, je lis rapidement une dépêche qui vient de Goma, elle n'est pas longue et tout, rapide. Museveni est de la tribu des Bayankore. Ils sont minoritaires en Ouganda, un peu comme les Tutsis au Rwanda. $800 000, c'est seulement le revenu de la mine de coltan de Rubaya. $800 000. On a fait un brassage en 2009 et un mixage en 2013, si je ne m'abuse, qui ont intégré des militaires rwandais dans l'armée, la police et les services de renseignement, dont un certain Bosco Tanganda, qui en arrivant à la CPI dit qu'il est rwandais alors qu'il était général dans l'armée congolaise. La plupart des régions tombées sous le M23 dans le nord Kivu avaient à la tête des officiers de l'ancien CNDP du M23. La seule chance de la ville de Bukavu, c'est le fait que la MONUSCO n'existe plus au sud Kivu. L'infiltration devient difficile. Donc c'est la MONUSCO qui aide aux infiltrations. Et il nous dit de prendre avec des pincettes l'assassinat de Kaberebe. C'est une nouvelle à prendre avec des pincettes. Mais il dit que c'est la seule chance de Bukavu. Bukavu serait déjà tombé. C'est-à-dire la MONUSCO, on profitait par la MONUSCO pour des infiltrations et faire tomber la ville. Donc, et c'est ce qu'ils ont fait à Goma. Allez, merci. Merci. Mais avant de je voulais réagir, tu me permets? En quelques secondes, président. Rapidement, je vous en prie. Non, je voulais répondre à mon bien-aimé Bekima sur la question de Mandela. Ah, ok. Sur le débat, il faut le débat. D'accord. Il a dit qu'il n'était pas. Non, c'est un vieux débat qui est entre moi et lui. C'est un débat. Il y aura un débat par rapport à ça. Ce qu'il dit en termes de lever le pouvoir est vrai. Mandela n'a pas lever le pouvoir, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'on n'a pas levé le pouvoir qu'on fait comme il a fait.
C'est-à-dire que la conséquence du fait qu'il ne maîtrisait pas les leviers de pouvoir, l'armée et tous les cadres, n'autorisait pas, à liquider toute la branche populaire de l'ANC. Mon cher frère. C'est ça mon problème avec lui. Il pouvait même les protéger. Ailleurs, c'était fait ailleurs. Il dit que bon, ok, on s'arrange. On dit, effacez-vous un peu. Mais on a liquidé toute la branche révolutionnaire de l'ANC. Et c'est ça qui est en train d'affaiblir le mouvement actuellement là. Deuxièmement, le traitement réservé à Winnie Mandela se justifie en quoi? Inacceptable. En quoi? En quoi ça l'a aidé? En quoi ça a aidé Mandela à faire ça? Donc, je suis d'accord avec Bekima. Le débat continue. Hein? Nous, on est ouvert. Entre nous, c'est le débat. Non, bien sûr. Argument, on est ouvert. Le jour, on me convainc que je retire ma position. D'accord. Mais pour l'instant, je continue. Je dis que je fouille, je vois. Voilà pourquoi je dis qu'il y a Mandela 1, il y a Mandela 2. D'accord. Voilà. Merci à vous. Le débat continuera certainement en off entre vous et le professeur. Carlos, on va observer une transition et professeur, on vous retrouvera pour évoquer donc cette fermeture de l'UCED par les États-Unis. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le continent africain? Un dernier tour de table là, par nos invités, on sortira de ce débat. Eh bien, chargé par Donald Trump de réduire radicalement la dépense publique, Elon Musk a annoncé lundi la fermeture de l'USAID pour une durée de 3 mois. Cette enveloppe allouée donc aux États africains qui obéissaient aux orientations imposées par Washington consacrait une grosse part aux besoins humanitaires, mais surtout au niveau de la santé. Après 64 ans de fonctionnement sans interruption, l'agence américaine d'aide au développement aurait donc, selon de nombreuses analyses, servi de couverture à des opérations d'ingérence politique, de renversement de régime, mais surtout de manipulation des sociétés civiles avec la CIA et le département d'État américain. Alors, professeur Paul Bekima, je vous retrouve pour évoquer donc avec vous ce fait d'actualité. Est-ce que, avec donc une faible proportion de cette aide consacrée notamment aux questions de développement économique, l'UCED a-t-elle réellement aidé ou a-t-elle véritablement contribué au développement du continent africain? Merci Fabrice, c'est-à-dire, je sais que vous êtes un journaliste de très très grand niveau, parce que quand vous posez une telle question, en vérité, elle me fait rire. Parce qu'elle montre ou elle démontre, quand les Africains se plaignent de ça, le malheur de l'Afrique. Où nous pensons que c'est l'aide américaine qui peut développer le continent le plus riche au monde, pas l'énergie des Africains eux-mêmes. Même si cette aide n'était entourée de rien et qu'elle apportait des éléments, ça ne m'ennuierait pas qu'elle s'arrête. Avant de continuer, je vous l'ai dit dès le départ que quand on est dans un système à information incomplète, qu'en vérité, les contradictions apparentes ne sont pas des contradictions. Et j'apprends tous les jours, et de mon ami le président Badakani, qui est une immense sommité, et de toutes les sommités qu'il y a sur le plateau, Bertrand, Tachinda, Batengene, je ne fais qu'apprendre. Et le président, le professeur Belek et vous-même. Avant de toucher à cette affaire de USAID, qui n'est qu'une petite portion d'un très vaste programme que Donald Trump a, et ce programme-là est le programme du démantèlement des globalistes. Et comme on a été tous d'accord ici, je regarde ça comme une guerre entre deux camps, je vais dire, de bandits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi, en tant qu'Africain, je tire de là-dedans. Donc, avant de le faire, je n'ai pas envie d'oublier de dire un mot sur le rapport que Macron a organisé. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et je crois que le président Balakani en a dit un mot, et même Bertrand. Pourquoi? On prend beaucoup de grandes choses à la légère.
vous laissez quelqu'un écrire votre histoire, vous blaguez avec elle, vous dites il y a vous faites un débat dessus qu'on ne devait même pas faire. Dans 100 ans, dans 200 ans, c'est ça qui sera l'histoire officielle. Et c'est vos descendants qui vont tuer les gens les plus critiques, qui vont dire que cette histoire n'est pas vraie. Imaginez-vous un seul instant que ce soit Adenauer ou bien Helmut Kohl, il décide de vouloir écrire l'histoire de la résistance française et il prend comme historien allemand Martin Brosat pour le compte allemand et il dit Johnny Hallyday, c'est toi qui représente la France. Même nous-mêmes Africains, on trouverait cela scandaleux. Oui. Et c'est ce qui s'est passé dans ce rapport-là. Donc pour moi, ce rapport-là doit être banni et interdit. C'est-à-dire qu'on ne le met pas en circulation. Banni ne veut pas dire qu'il est déchiré. Ça veut tout simplement dire que le grand public n'a pas accès à ce document et que les chercheurs qui travaillent dessus, pour avoir accès, doivent faire une demande motivée et expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce document. Mais on ne peut pas laisser ce document en circulation parce qu'il est un faux. Donc pour revenir sur Donald Trump, je vous ai dit que les services de renseignement américains ont été infiltrés pendant très longtemps par le Mossad, à partir de ce que je vous appelais le méga groupe. Le méga groupe qui a financé pas mal de projets. Par exemple, il y a eu le projet de logiciel qu'on appelait Promise Software, c'est-à-dire Inslaw, qui a été volé par Robert Maxwell pour le compte du Mossad. Qui est Robert Maxwell? Robert Maxwell est le père de Ghislaine Maxwell que vous avez vu avec Epstein, Jeffrey Epstein. Elle a une sœur qui s'appelle Christine Maxwell. Christine Maxwell est celle derrière qui y a eu le financement d'un logiciel qu'on appelait Childhood. Ce logiciel-là, c'est lui qui est utilisé dans les entrepôts de données du FBI, data mining. Vous comprenez donc maintenant pourquoi, quand ce programme est engagé et qu'il a été démantelé tous les châteaux forts du globalisme. Vous avez appris par exemple que soit la presse qui était contrôlée, que Politico recevait 8 millions de dollars. Ils sont en train de fermer. Même le groupe des néocons, comme on appelait les gars du K-Street, avec George Will, Charles Kratenberg qui est décédé, ils recevaient de l'argent. C'est pour ça que c'est les premiers à l'intérieur du parti républicain qui s'opposaient à Trump. Ça aussi, c'est démantelé. Et l'autre logiciel qui a été déjà dénoncé par Snowden s'appelle Palantir. C'était le logiciel qui était utilisé par la CIA et le département de défense. Or, quand ce logiciel était installé, ils avaient ce qu'on appelle des portes arrière d'espionnage. Vous êtes donc en train de comprendre que dans ce programme de USAID, Trump est en train de démanteler toutes les structures qui faisaient en sorte que, même dans son premier mandat, il ne pouvait pas bouger à cause du Deep State. Première décision, il a fermé la porte à 51 agents, après 17 inspecteurs. Et quand ces gars qui sont chargés de faire la déportation ont voulu déporter le groupe ce qu'ils appellent des gangsters du Venezuela, quand ils ont intervenu, aucun de ces gangs-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hauts fonctionnaires qui tirent les ficelles de ces gangs, qui les ont informés. Et dans la chaîne de ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que vous constatez? Il a dit, Biden n'a plus accès aux informations. Ou il a dit, Tony Blinken n'a plus accès aux informations. Il est en train de les écarter. Ne soyez pas étonnés que d'ici quelques temps, il va trouver un prétexte pour que Obama et Clinton n'aient plus accès aux informations. Parce que quand il va réorganiser ses services de renseignement, il a envie de garder tout ce monde-là dans le noir. Je vous ai dit en début la partie de Macron. Puisque les globalistes vont vouloir intervenir à partir de l'Europe, vous savez qu'il a détruit Macron. Macron sera détruit. Au Laston, vous avez vu qu'ils sont en train de financer les partis d'extrême droite en Allemagne, des nationalistes, pour que ces gars-là prennent le pouvoir en Allemagne.
Nigel Farage est très supporté en Angleterre, le gars qui a fait le Brexit, pour qu'il revienne au pouvoir. Vous voyez que même l'OTAN, il leur a demandé, dès son premier mandat, qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Il a voulu démanteler l'OTAN. Quand il a été bloqué, il a imposé aux Européens d'augmenter leur participation. Et vous avez vous-même suivi ses déclarations, qui fait toujours comme un fou. Il a dit aux Européens que si vous n'augmentez pas vos cotisations, je vais encourager vos amis à vous attaquer. Et je ne vais pas répondre pour vous.